présente d'abord, hein, Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère. Bienvenue à tous au Sénat sur ce colloque sur la démocratie environnementale conjointement organisé avec ma collègue Delphine Batho, à qui je passerai la parole juste après. Et je tiens à remercier aussi la Fondation de l'écologie politique, hein, qui a bien voulu s'associer à cette initiative. Et puis excuser son président Bastien François, qui aurait dû être des nôtres, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, qui ne pourra pas venir aujourd'hui. Je tiens bien sûr à remercier l'ensemble des intervenants qui vont composer les différents plateaux et tables rondes. C'est vrai qu'on a des intervenants, je dirais, de haute qualité, et on va pouvoir passer une journée particulièrement intéressante avec pas moins de 4 anciennes ministres. Alors, ça sera certainement 3, puisque Barbara Pompili, qui travaille actuellement à l'Assemblée nationale sur la loi économie circulaire, ne devrait pas pouvoir se joindre à nous. C'est vrai qu'elle nous avait dit qu'en fonction du planning et de l'avancée du texte, mais c'est vrai que là, elle nous a prévenu qu'elle ne pourrait pas être là. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des intervenants de qualité pour aborder ce sujet d'importance tout au long de la journée. Juste un petit point technique sur le déroulé. On a prévu donc une captation vidéo. C'est pas pour vous surveiller, hein, c'est juste pour qu'on garde une trace du déroulé de ce débat, et puis que voilà, qu'on puisse avoir l'ensemble des travaux qui pourront être filmés. Et donc le point technique, c'est juste que vous avez des micros et de bien penser quand vous prenez la parole, d'appuyer sur le petit bouton et donc de parler dans les micros. Voilà pour le côté technique. Ensuite, la question, pourquoi ce colloque? Pourquoi nous avons souhaité, avec Delphine Batho, organiser ce colloque aujourd'hui sur la question de la démocratie environnementale? Alors, moi, à titre personnel, en tant qu'élu local, élu d'une petite commune, en ayant pratiqué un PLU, un plan local d'urbanisme, je me suis beaucoup intéressé, et puis aussi à l'échelle intercommunale, sur ces questions de participation, de concertation, d'implication des citoyens, avec souvent beaucoup de questionnements. Et puis aussi sur mon territoire, donc le département de l'Isère, c'est vrai on a eu un cas d'école, hein, mais sur un territoire qui est fortement impacté par des sites Céveso, puisqu'on a on a 12 sites Céveso, avec autour de Grenoble et puis dans le nord Isère. Donc forcément, cette question à la fois des risques industriels et puis de l'impact environnemental était très fort. Et puis le projet Inspira, dont vous avez peut-être entendu parler, de l'aménagement d'une zone industrielle-portuaire dans le nord Isère, qui était une reconversion en fait d'une zone industrielle avec un gros projet de reconversion, une procédure, une enquête publique, et puis un avis défavorable qui a été émis sur cette enquête par Gabriel Ullmann, commissaire enquêteur. Et puis, ça a fait l'objet de différents articles de presse, une demande de la part à la fois préfet, à la fois département, une pression en fait des élus sur cette décision, et une demande de radiation en fait du commissaire enquêteur qui avait émis un avis défavorable. Je rappelle qu'en tant que on doit être à peu près à, je sais pas, à 5%, enfin je pense qu'il y a des gens bien plus calés que moi pour le dire, mais on doit être à peu près à 5% d'avis défavorables à l'échelle de la France. Donc voilà, c'était pas quelque chose de mettre un avis défavorable, on ne peut pas dire qu'il y en a énormément. Mais donc, ce qui, moi, en tout cas, m'a posé question et qui nous a posé question, c'était cette manière à la fois de procéder et puis d'arriver sur cette radiation avec des questionnements sur à la fois la composition de cette commission de radiation, la composition aussi des commissions pour nommer des commissaires enquêteurs, cette indépendance et toutes ces questions qu'il y a derrière. Donc je dirais que ce sujet-là, a mis peut-être un peu plus en lumière ce questionnement-là et nous a fait du coup réfléchir à ce colloque. Et puis,
un autre épisode, mais je dirais on avait déjà réfléchi et émis l'idée de ce colloque qui est arrivé, qui est un épisode dramatique, mais qui est l'épisode de Lubrizol, dont tout le monde connaît, qui fait l'objet d'ailleurs d'une commission d'enquête actuellement au Sénat, mais qui a aussi mis une focale supplémentaire sur l'intérêt de l'évaluation environnementale, des études d'impact, de l'indépendance surtout de ces contrôles. Et donc c'est vrai que ça a rajouté un certain nombre d'éléments sur le fait que c'était vraiment une question prégnante sur laquelle il y avait nécessité de se pencher et de réfléchir. Et donc voilà les raisons de ce colloque. Et puis je dirais aussi, ce qu'on peut sentir aussi, c'est qu'une certaine dérive, ou en tout cas un certain discours qui pourrait nous faire croire que ces études, ces procédures, ces différentes normes sont plutôt des choses qui vont retarder des projets, qui vont empêcher des projets. Et c'est vrai que quand on les regarde dans l'échelle du temps, en fait, cette partie de concertation, cette partie est souvent quelque chose de très réduit dans la vie d'un projet, mais c'est surtout une partie plutôt indispensable. Et quand ce travail de concertation, ce travail de réflexion n'a pas été fait, c'est plutôt là où on a des projets qui bloquent. Donc je le disais, on constate une certaine dérive au fil du temps sur une succession aussi de décisions du gouvernement, sous couvert toujours pareil, de simplification administrative, d'affaiblissement continuellement de l'enquête publique. Peut-être juste vous rappeler les dernières séquences, avec la loi ESSOC au premier semestre 2018, qui a retiré à l'autorité environnementale l'évaluation systématique des modifications de sites au sein d'un même établissement pour les confier au préfet. Un décret en juin 2018 qui modifie la nomenclature des sites d'installation classés ICPE, réduisant encore le périmètre de l'évaluation environnementale. La loi énergie-climat de juillet 2019 qui étend l'évaluation au cas par cas, confiant toujours l'avantage de compétences au préfet et au détriment de l'autorisation environnementale. Et puis, on peut citer, puisque on a étudié il y a 2 jours au Sénat sur les crédits de la mission écologie dans le budget 2020, avec toujours aussi des pertes d'emplois, 13 emplois supplémentaires pour Ineris, qui donc ne sont pas non plus des signes particulièrement favorables. Et puis pour terminer ce constat en fait d'un certain recul, c'est vrai que le 23 septembre, 3 jours avant l'accident de Lubrizol, Édouard Philippe qui a annoncé un nouveau chantier de simplification, toujours pour accélérer les projets industriels dans les territoires. Et c'est vrai que parmi ces propositions, il y avait d'autoriser le démarrage d'une partie des travaux sans attendre, encore une fois, l'autorisation environnementale. Puis bon, je ne parlerai pas des territoires aussi d'expérimentation où l'enquête publique a été remplacée par des consultations sur Internet. Donc on voit qu'on est dans une situation, dans une période où on a de quoi se réfléchir, nourrir cette réflexion sur et ça sera le sujet de cette première table ronde qu'on a imaginée sur le rôle de l'évaluation environnementale et sur les moyens qu'on peut avoir pour renforcer sa portée. Et puis comment conforter le rôle pivot de l'autorité environnementale, comment conforter ses missions et la prise en compte de ses avis. On aura ensuite une deuxième table ronde en début d'après-midi qui abordera là plus la question de la participation du public, de manière peut-être plus générale. Comment intégrer cette participation au processus de décision, que ce soit vraiment en amont des projets, jusqu'à l'enquête publique en aval, avec notamment Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public, qui nous rejoindra, et puis des témoignages aussi d'élus locaux qui ont eu cette expérience et puis qui ont pu connaître ce que c'était que d'organiser un PLU, de pratiquer en fait aussi cette concertation sur des projets. Et puis nous terminerons par des aspects là plus juridiques, avec la dernière table ronde sur l'accès à l'information et à la justice, et se poser des questions sur la démocratie environnementale, est-elle en progression ou en régression, le droit au recours est-il menacé, et comment on peut améliorer cet accès à l'information, cet accès au recours et cet accès à la justice. Donc on voit qu'on a un débat riche. Je ne sais pas si ça suffira, une journée suffira, mais en tout cas ça nous permettra d'avancer, d'avoir des réflexions sur certaines pistes. Je ne serai pas plus long et je vous souhaite une très bonne journée. Et puis je laisse la parole à Delphine Batho. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, ça va être très rapide parce que Guillaume a tout dit. D'abord, je voulais le remercier de nous accueillir au Sénat. Remercier aussi son équipe parlementaire qui a particulièrement travaillé à la préparation de cette journée. Je pense qu'on va avoir tout au long de la journée en fait, les meilleurs spécialistes de la question qu'on n'aborde pas de façon ex nihilo. C'est-à-dire que tout ce que vient d'évoquer Guillaume est une question d'autant plus impérative, en fait, qu'on est dans un contexte d'urgence écologique absolue. Et donc, on doit s'interroger, en fait, sur à la fois l'efficacité des procédures en vigueur et certainement le décalage qui existe entre leurs évolutions récentes et l'attente de la société d'une meilleure protection de la biodiversité, du climat et du vivant dans son ensemble. Donc, je propose qu'on rentre directement dans le vif des travaux et je vous souhaite à toutes et à tous, et je nous souhaite collectivement une journée de travail fructueuse. Voilà, merci beaucoup.